Bienvenue dans Nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Choc FM 105.1. Ici Guillaume Laurin. Aujourd'hui, une émission intitulée « Nos francophones ont du talent » ne pouvait pas faire l'impasse sur mon invité parce que quand on fait la liste de ses accomplissements, force est de constater qu'il incarne véritablement l'entrepreneur à succès. On a l'impression que tout ce qu'il touche se transforme en or, tout semble lui réussir. Pourtant, on va voir, je pense, ensemble que celui qui veut aujourd'hui révolutionner l'éducation avec son entreprise Adaptica un parcours complexe et qu'à l'origine, peut-être que tout n'était pas acquis, loin de là. Mon invité s'est installé depuis maintenant plusieurs années à Toronto. Il voyage beaucoup. Il a été président du Conseil de la coopération de l'Ontario pendant 4 ans. Il est très actif dans notre communauté. Il s'investit aussi beaucoup, notamment en Afrique. Et son parcours est véritablement inspirant à bien des égards. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Osni Zawali. Bonjour Osni. Bonjour Guillaume, bonjour à toute l'équipe de Choc FM et bien sûr tous les auditeurs. Merci de m'avoir reçu, c'est super sympa. Merci d'être avec nous, Osni. Alors, je te rappelle le principe de l'interview de cette émission en 2 mots. Nos francophones ont du talent, c'est un portrait de celles et ceux qui cherchent à faire bouger les lignes ici, localement et au-delà des frontières. Je crois que maintenant, tes activités t'emmènent à l'international. On va y revenir. Mais tout d'abord, retour en arrière. Je crois que tu es né en Tunisie en 1980 dans un environnement modeste, on peut le dire, avec des parents qui ont décidé d'embarquer assez rapidement pour la France. Quels sont les souvenirs que tu gardes de ces premières années? Enfin, honnêtement, j'aurais bien aimé dire que les souvenirs que je garde de ces années-là, c'est des souvenirs de joie, de bonheur, de sourire. Mais bien qu'il y avait beaucoup de sourires, il y avait beaucoup de joie, il y avait aussi beaucoup de souffrance quand même. Ouais. Beaucoup de questions, beaucoup de violence à l'intérieur de la maison, à l'extérieur de la maison, un milieu un petit peu dysfonctionnel, une espèce de crise identitaire assez profonde. Tu avais l'expérience déjà d'une forme d'immigration avec une forme d'acculturation, j'imagine? Ouais, c'était assez violent quand même comme choc, hein, parce que déjà en Tunisie, enfin, il faut savoir que nous en Tunisie, on porte le nom de Zawali. Zawali qui veut dire en fait en Afrique du Nord, hein, partout, ça veut dire le pauvre financièrement. Ah oui. Bien, quand tu pars en fait en étant pauvre en Afrique, et puis tu arrives en France, donc là, du coup, tu es encore plus pauvre que pauvre. Mais disons que quand tu n'as rien au départ, eh ben, tu n'as rien à perdre à l'arrivée. Et c'était un petit peu ça notre force. Donc ouais, nous, on est arrivé en Bourgogne. Donc, c'est à 18 ans que je suis devenu français. Mais en Bourgogne, c'était un choc assez violent quand même parce que c'est le terroir. C'est une culture qui est qui est ancestrale presque, Ouais, tu vois, une ouais. culture du vin qui est ancestrale. Donc forcément, il y a des questions des 2 côtés, il y a des questions des immigrants, des immigrés qui viennent d'arriver en se disant qu'est-ce que c'est que ces gens, pourquoi est-ce qu'ils aiment autant le vin? Et puis des questionnements des locaux qui se disent oula, je crois que voilà, qui sont ces gens, quoi, tu vois. Ouais, Euh, ouais. Grand choc ouais. des cultures. Pourquoi en 2 mots avoir choisi la Bourgogne? Il y avait quand même un attachement particulier à cette région, c'est le pur hasard? Non, c'est généralement comme toutes les familles émigrent, c'est-à-dire que le papa connaît quelqu'un de son village qui a trouvé un job dans une mine au Creusot, qui est en Bourgogne, et donc du coup au Creusot, où sont fabriqués les poêles et puis les casseroles, le Creuset d'ailleurs. C'est un- Ouais, ouais. et donc voilà, de fil en aiguille, c'est là où on se retrouve, on n'a pas le choix. Après, il faut comprendre que tu sais, tu pars en fait d'un milieu quand même super pauvre en Tunisie, où tu arrives dans un endroit qui est catalogué aujourd'hui comme ghetto, mais dans ce ghetto, tu as le chauffage, tu as l'eau chaude. Donc pour Ouais. nous, on n'a pas vu ça vraiment comme oh putain, qu'est-ce qu'on est pauvre. C'était c'est bon, c'est la fête, quoi. On est les pharaons, c'est génial. Sauf qu'on vivait à 7 dans un appart avec 2 chambres.
Six frères et sœurs? Ouais, et donc quand l'hiver est rude, à un moment, en fait, voilà quoi, on se monte un peu dessus et puis on est toujours les nerfs à fleur de peau, ce qui fait que tu as toujours beaucoup de violence à l'intérieur, beaucoup de violence à l'extérieur de la maison et t'as pas beaucoup le temps de dire je t'aime quand tu vis dans des circonstances aussi stressantes. Et ça, Ouais, ça a été difficile. ouais, le confort matériel est quand même nécessaire parfois pour se sentir bien. Mais je crois qu'en lisant un petit peu ta biographie entre les lignes, il y a un événement particulier qui va faire dévier ton parcours. Tu parlais de cette violence-là, c'est une violence que tu incarnes toi-même, que tu vis au quotidien un peu. Ouais, effectivement, en fait, enfin, très simplement, hein, moi, depuis que je puisse me rappeler, en fait, depuis l'âge de 4 5 ans, tout ce que je faisais au quartier, c'était de me faire casser la gueule et puis de me battre, quoi, en fait. Et de me battre parce que c'était le seul moyen de communication. On était entre Sénégalais, Ivoiriens, Camerounais, Marocains, Algériens, Gitans. Également, il y avait quelques familles de bourguignonnes également. Mais quand tu mets, en fait, tous ces gens dans le même endroit et que la violence devient le seul moyen de communication, c'est très difficile d'y échapper. Et donc, du coup, moi, je me battais tous les jours. Je me battais tous les jours jusqu'à l'âge de 15 ans où il y a une bagarre qui a vraiment mal tourné, où j'ai été un peu loin dans la bagarre et la personne, en fait, je lui ai cassé le crâne, en fait. Et du coup, ça m'a valu de me retrouver devant les tribunaux. Et pendant 1 an et demi, donc, je traînais maman, illettrée, qui ne savait pas parler français, devant les tribunaux. Ça m'a choqué. Ça m'a vraiment, en fait, secoué. Et puis, la juge, à l'époque, dans la ville de Chalon-sur-Saône, la juge m'a donné deux choix. Elle m'a dit, tu as soit, en fait, la prison juvénile, ou soit je te mets dans un nouveau programme qui vient juste d'ouvrir. C'est un programme de sport-études où tu as 8 entraînements par semaine et les compétitions les fins de semaine. Tu rates un entraînement, tu vas en tôle. Wow. Tes notes ne montent pas, tu vas en prison. Okay. À cause de cet événement malheureux, c'est vraiment le moment où tu as pris conscience, entre guillemets, déjà, peut-être on y reviendra plus tard, mais du rôle indispensable de l'éducation dans la formation de ton parcours. Le sport, c'était important aussi pour toi? Tu étais sportif? J'avais un excédent d'énergie, donc du coup, quand tu me mets en fait dans un club d'athlétisme où je fais du sprint et dans un club de natation où tu fais le 100 mètres et le 200 mètres ou du water polo, forcément en fait cette énergie, elle n'est plus canalisée vers la violence, mais elle est canalisée vers puis surtout en fait le sprint, tu vois, et puis la natation, c'est vraiment tu te bats contre toi-même, tu te bats contre la montre, tu vois, c'est pas de la boxe ou quoi que ce soit où t'as pas d'ennemi, le seul ennemi c'est toi. Et donc, du coup, on me sort de mon quartier, on me fait rester au centre-ville. Et là, je rencontre en fait, je vais le dire en fait de manière très crue, je suis désolé, mais je rencontre les premiers blancs, les premiers vraiment, tu sais, blancs. Et je me Ouais. rappelle d'un type, il avait un sandwich. Et moi, j'étais là et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Et j'étais un petit peu dans ma, enfin, complètement perdu. En gros, qu'est-ce que je fais là? J'étais complètement débousselé. Et en fait, je m'apercevais pas, mais je regardais cette personne ou ce jeune, en fait, qui avait mon âge, en train de manger un sandwich. Et en fait, il s'est retourné vers moi, il m'a dit, t'en veux? Et il a coupé la moitié, il me l'a donné. Ça a changé ma vie. Tout d'un coup, tu passes d'un environnement qui est extrêmement violent, où on se bat pour tout, à un environnement où le mec, tu lui as rien demandé, il coupe son sandwich, et puis il te le donne. Il s'appelle Julien, le mec. Ça, c'est une belle histoire. C'est assez. Ça me fait presque des frissons. C'est quelque chose qui t'a marqué, j'ai l'impression. On va parler de ton implication dans l'entrepreneuriat social, évidemment, tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut dire que c'est les premières racines, entre guillemets, de ta prise de conscience, de te dire il faut donner pour recevoir, faut partager. Disons que moi, je le dis souvent, et je le dis souvent quand j'enseigne à l'université, les privilèges sont invisibles à ceux qui les ont. Au même titre
que un homme blanc aux États-Unis a du mal à comprendre ce que c'est que d'être noir et enseigner à l'université Stanford, moi, homme, je vais avoir du mal à comprendre ce que c'est que d'être une femme. Exact. Mais je dois absolument essayer de comprendre. Donc, c'est pour ça que je dis que les privilèges sont invisibles à ceux qui l'ont. À partir du moment où on part là-dessus, on essaye en fait d'avoir, enfin, moi je pense qu'on ouvre notre esprit et on essaie de comprendre d'où est-ce que les gens viennent, leur background, et puis on leur donne le bénéfice du doute. Et puis du coup, on est un petit peu moins prompt à sauter sur les préjugés, et ce qui vraiment aide à comprendre mon environnement autour de moi. Moi, ça m'a beaucoup aidé, ça. Hein. Les privilèges sont invisibles à ceux qui les ont. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre le monde autour de moi. Et donc, vu que tu as une compréhension du monde, tu as une empathie. Et vu que tu as une empathie, tu peux répondre à cette empathie soit de manière sociale, soit de manière mercantile, à savoir créer un business. Ouais. Alors, c'est pas toujours facile, c'est vrai, cette capacité d'empathie, de se mettre dans les bottes d'un autre, mais c'est quelque chose que tu cultives, j'ai l'impression, depuis longtemps. On va avancer un petit peu dans le temps. Comment se passait d'abord ton éducation jusqu'à ce moment clé, entre guillemets, parce qu'après, j'ai vu des IUT génie industriel et nucléaire, concours sup de co à Toulon, des belles études, sans parler de Stanford ensuite. Des choses qui font rêver, mais jusqu'à là, tu étais un étudiant comment? Franchement, j'ai galéré quand même. Hein. Bah ouais, parce que regarde, avant cette histoire de bagarre qui m'a coûté 1 an et demi de procès, bah, je savais pas parler français, quoi. Enfin, il faut l'avouer, il faut le dire comme on doit le dire. Je savais pas parler français. Et donc, vu que tu es entouré de gens qui savent pas parler français, on a du mal à exprimer nos sentiments. Notre condition. Et comment est-ce que ça ressort? Ça ressort avec de la violence. Donc, du coup, IUT, DUT, j'étais nul partout sauf en maths. Et je me rappelle, je faisais mes exercices dans la cage d'escalier, alors que toutes les cages d'escalier avaient les vitres du lobby complètement cassées, donc on se les gelait. Pourquoi? Parce que, tu vois, 7 enfants dans un appart à 2 Et moi, je demandais à mon pote, Brahim Ajmi, tu vois, et il descendait tous les soirs pour me faire du tutorat dans la cage d'escalier, mais vraiment en mode crevard, quoi. Et on a réussi avec ça. On est parti à Toulon. Toulon, c'était un petit peu compliqué également parce que c'était un petit peu le fief du Front National à l'époque. Donc, voilà. Mais à Toulon, il y a une histoire, en fait, qui a vraiment changé ma vie. C'est la deuxième histoire qui a vraiment pivoté ma vie, quoi, qui a vraiment déraillé ma vie. Moi, j'étais parti dans un délire. OK, bon, c'est cool, tu as réussi dans le sport, mais pas aussi bien. Tu as réussi dans les études, mais pas aussi bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu avais un rêve à ce moment-là? Tu avais une idée ou pas vraiment? Mon seul rêve, c'était de sortir du quartier et de ne pas aller en prison. Ou bien de ne pas mourir. Ouais. C'était mon seul rêve. Donc déjà, j'étais au-delà de mes ambitions. Donc là, c'était que du bonus. Tu vois? Et je me rappelle, j'étais en sup de co et j'avais pris un petit bateau et j'étais parti sur une île. Je sais plus ce que c'est, comment elle s'appelle l'île. Je crois que je sais plus. Il y a un monastère. Il y a qu'un seul monastère dans cette île dans le sud de la France. Et moi, en tant que, je suis né musulman dans un pays catholique, j'étais aussi un petit peu perdu par rapport à ça. Et il y a ce monastère où il y avait des moines qui chantaient des chants grégoriens. Et à un moment, en fait, moi, je suis parti avec ma tante. Enfin, ma tante, pas la sœur de ma mère, ma tante. Oui, sac à dos, backpacker, voilà. Voilà. Et à un moment, je rentre. Et là, c'était très, très joli, en fait, à l'intérieur. C'était super simple. Il y avait des vitraux où il y avait, en fait, les rayons de soleil qui passaient. Il y avait une table et 2 chaises. Donc, à un moment, je regarde. Et puis, bon, moi, je réfléchissais à plein de choses. À l'époque, c'était l'époque du Rwanda, de la guerre au Rwanda. Oui, c'est le milieu des années 90. Voilà, on ne va pas en parler. C'était 800 000 morts en 3 semaines. Enfin bon, c'était un truc de dingue. Et du coup, il y a un moine qui débarque et qui s'assoit et qui me dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon fils ?» Et il me le dit avec un accent italien. Donc, je savais qu'il était italien parce qu'on n'était pas trop loin de l'Italie. Et je lui dis « je suis là pour réfléchir et puis je essaie de donner en fait un sens à ma vie. Le Rwanda, la Palestine, Israël, les États-Unis, la guerre, je sais pas quoi, première guerre du Golfe. » Et je déblatère comme ça, en fait, et je balance une espèce de diarrhée verbale sur ce pauvre moine qui me regarde dans les yeux, il me transperce.
Et une fois que j'ai fini, il me regarde et il me dit, vous savez, mon fils, un arbre qui tombe fera toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Il se Wow. lève, il se lève et il se barre. Moi, j'étais scotché. Il m'a donné à ce moment-là, ce moine, il m'a donné le choix. Il m'a dit, soit tu fais partie de la forêt qui pousse, ou soit tu te focalises sur l'arbre qui tombe ou ces 3 arbres qui tombent, et là, tu n'avances pas dans la vie. Ça, c'est une philosophie, je vais la garder aussi pour moi, si tu permets. C'est une phrase que je pense on va pouvoir garder tous en nous parce que c'est très inspirant. Et ça aussi, tu considères, entre guillemets, que c'est quelque chose qui t'a suivi, que tu gardes en tête jusqu'à aujourd'hui. Ce moine catholique m'a vraiment, il a vraiment déraillé ma vie. Ma vie était partie sur quelque chose quand même très, très, avec beaucoup de violence, avec beaucoup de je vais y arriver, que ce soit dans le sprint, dans la natation, il y avait beaucoup d'énergie mise à un moment où on va se focaliser sur les belles choses. On va essayer d'aller chercher l'humanité qu'il y a en chacun. On va aller chercher justement la vie qu'il y a en chacun. Et honnêtement, ça paraît un peu cliché comme ça, mais tu changes ta perspective sur les choses. Ouais, ouais. Sincèrement, Jusqu'à présent, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut. Une question que je pourrais te poser aussi pour l'après, la deuxième vie sur le continent nord-américain, mais est-ce que tu avais été victime de discrimination, de racisme, cette différence évidemment de religion, cette différence de couleur de peau, ces différences de culture, euh, tout ça pour te demander, parce que j'imagine que la réponse est nécessairement malheureusement oui, et quel serait, entre guillemets, le conseil que tu donnerais à un jeune afro-descendant ou je ne sais pas, un jeune issu de n'importe quelle minorité aujourd'hui qui fait face à ce genre de discrimination encore à Toronto? honnêtement, il y a quand même beaucoup de chemin à faire au niveau de la discrimination. Moi, ce qui est super important, c'est que la discrimination que j'ai pu vivre, que ce soit aux États-Unis ou en France, il y a vraiment quelque chose qui est très, très important de mettre au clair. La France, elle m'a beaucoup plus donné que violencé, tu vois. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y avait de la discrimination. Écoute, j'habitais en Bourgogne. Mon surnom, c'était Bourguignoul. Le mix entre le bougnoul et le Ouais. bourguignon, tu vois. Ouais. Et ça, c'était mes potes. Tu vois, ça, c'était mes potes, quoi, tu vois. Qui me disait d'ailleurs, Osni, je suis désolé, je peux pas t'inviter à la maison. Maman est raciste, elle est complètement raciste. Elle pourra pas accepter d'avoir un type comme toi à la maison. Ça, c'est Donc, intéressant parce que c'est ça aussi la réalité. Et effectivement, on peut, quand on est gamin, on est amis, peu importe les couleurs de peau et les différenciations, mais effectivement, on a dès le départ conscience de ces problématiques-là, quoi. Même ouais, ouais, non, c'est dans un vrai. coin perdu comme la Bourgogne. Non, mais c'est clair, c'est sûr. Mais après, c'est un peu la même chose encore. On y revient. Un arbre qui tombe fera toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Soit tu te focalises sur le bourguignoul, hein, il Ouais. vient de t'appeler bourguignoul, ben on va tout foutre en l'air. Ou soit tu te focalises sur cette même personne dont le papa est raciste et il t'a servi un bœuf bourguignon avec un verre de vin où il savait même pas que les musulmans ne buvaient pas. C'est quand Ouais. même grandiose. Le Ouais. mec, il te reçoit à la maison. Il t'appelle Bourguignoul et il t'offre à bouffer et à boire. Alors, si on avance encore un petit peu dans le temps, Osni, tu décides de poursuivre un troisième cycle en Amérique du Nord. Pourquoi avoir choisi le Canada? Est-ce que c'est là aussi un peu le fruit du hasard ou est-ce que c'était un choix délibéré? Ben, disons que moi, j'ai perdu mes parents assez jeunes. Maman avait 48 ans, papa avait 55 ans. Donc, du coup, on était super. Enfin, t'imagines, tu habites dans un quartier. Alors, du coup, il a fallu que je revienne au quartier parce que mes frères et sœurs étaient assez petits. C'est en plein hiver. Il fait super gris, il y a du brouillard. Tu perds tes parents et tu es tout seul. T'as pas de cousins, t'as rien, quoi. Tu vois, t'as des potes, Ouais. hein, des trucs et tout, mais t'as rien, quoi. Tu vois, Pas de famille proche, ouais, ouais. c'est vraiment la galère, quoi. Tu vois. Et bon, à un moment, j'ai une occasion de partir et puis d'essayer de recommencer à zéro. Et puis, je la prends cette occasion sans avoir aucune certitude de ce qui m'attend, quoi. Donc, je pouvais partir soit aux États-Unis, soit au Canada, soit en Afrique du Sud. Et donc, j'ai choisi le Canada. Je sais pas. Ah oui, si, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, quand je devais partir, je devais partir aux États-Unis et le 11 septembre, c'est Ah, passé.
Donc, Ah plus oui, personne ne rentre, plus personne ne sort. Surtout pas un mec comme moi qui a fait possible. génie nucléaire. Tu vois, Oui. ça passera pas à New York, quoi. Tu comprends? J'imagine que c'était pas tellement le bon timing. Et donc, tu poursuis d'abord au Québec, je crois. Tu vas à l'Université de Laval. Ouais. Et là, tu fais encore une belle rencontre. Je crois qu'il y a un professeur, tu me dis si Ouais. je ne m'abuse, hein, mais qui s'appelle Gérard Bernat, qui t'a beaucoup marqué. Gérard Vernat, qui n'est plus avec nous depuis pas mal de temps. Gérard Vernat, alors c'est marrant en fait parce que je vais au Québec et je rencontre un Gérard Vernat qui lui décide euh, de manière presque volontaire de s'en prendre aux trois Africains qui étaient dans ce programme-là. Et il nous réunit, il nous faisait chier, Gérard Vernat. Il nous faisait chier, moi, un Sénégalais et un Algérien. Il nous faisait chier. Mais il faut peut-être préciser pour les auditeurs que il t'ennuyait beaucoup, comme tu dis, Bah oui, parce alors que c'est l'histoire, c'est faut- l'histoire. À un moment ou à un autre, moi j'ai essayé de le confronter. C'était quoi le délire, quoi? Pourquoi tu es toujours pour en quelle fait raison? Ouais, ouais. Et ça, c'était du racisme? pas du tout. Gérard Pas du Vernat, tout. un Français qui a fait partie de l'état-major français, qui a beaucoup travaillé en Afrique et il nous a dit clairement, il nous a dit, vous, les Africains, vous allez avoir beaucoup plus de mal que n'importe qui d'autre à réussir. C'est pas parce que vous êtes moins intelligent, moins travailleur, c'est parce que c'est comme ça que la vie elle est. Et moi, je suis là pour vous faire, un, prendre conscience de ça, et deux, vous faire arriver là où vous devez arriver. Et en fait, il nous a pris sous son aile à l'Université Laval, à la faculté des sciences et d'administration. Et c'est Gérard Vernat, à l'âge de à peu près 24 ans, qui m'a appris à écrire. Écrire correctement. Ah oui, c'est-à-dire que Écrire tu faisais des correctement. fautes, ouais. Avant, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. C'est Gérard Vernat qui m'a dit, Sni, il faut que tu arrêtes de faire n'importe quoi. Un, tu apprends à écrire. Deux, tu apprends à t'habiller. Trois, tu apprends à parler. Et encore, tu vas peut-être pas y arriver en faisant tout ça. Il n'y a pas d'âge pour prendre sa vie en main, en tout cas. Ouais. Et Gérard Vernat, il nous a, franchement, moi, c'était un petit peu le père que j'avais perdu, quoi, tu vois. Ah ouais, Donc, carrément. son âme. Voilà, Ouais, c'est drôle parfois comme des rencontres avec des gens qui deviennent une sorte de mentor d'une manière ou d'une autre, des rencontres qui sont, on a l'impression parfois presque le fruit du hasard, peuvent te faire dévier ta vie comme ça, et et pour le Guillaume, meilleur là dans ton cas. c'est justement là où il y a quand même la troisième leçon, en fait, qui est importante de souligner pour nos auditeurs, c'est que celui qui te met une tarte, c'est pas toujours celui qui te veut du mal. Gérard Vernat, dès le début, nous a mis ces tartes, quoi. Ah ouais. Il nous a violencés dans nos habitudes et tout ça. Et en fait, son intention était la plus pure au monde. Alors que celui qui te donne une petite caresse et que te dit, en fait, tout va bien, c'est Ouais, peut-être il te pas fait pas celui qui... forcément avancer beaucoup. Ouais, ouais. Donc ça, c'est la troisième leçon qui est super importante. Quand vous rencontrez en fait quelqu'un qui vous fait chier, vous pouvez mettre ça sur le coup du racisme, vous pouvez mettre ça sur le coup de la discrimination, ou vous pouvez utiliser cette opportunité pour donner la meilleure version de vous-même. Il y a plein de belles leçons dans cette émission. Je suis très content de pouvoir les rassembler avec toi, Osni. Finalement, tu termines ces études et tu te lances à Toronto, alors que je crois peut-être que ton niveau d'anglais n'était pas forcément au niveau où il est aujourd'hui, on va dire. Et curieusement, malgré tout, tu te lances dans l'enseignement Ouais. notamment des langues. Bah, j'arrive à Toronto. D'abord, c'était Tu pour choisis, apprendre à parler anglais. tu choisis pas la facilité, là. Non, bah non, mais justement, en fait, l'idée, c'est pas de choisir la facilité. C'est aussi ça le truc, hein. C'est que je suis jeune, j'ai beaucoup d'énergie. Autant aller, voilà, se mettre en fait dans une situation d'inconfort. C'est là où on grandit, quoi. Voilà. Et c'est vrai que ça fait un peu pitié, hein, parce que du coup, maintenant, j'ai 20, enfin, à l'époque, quand je suis parti à Toronto, j'avais 25, non, j'avais même plus que ça, j'avais 27, 28 ans et j'avais rien, j'avais 300 dollars sur mon compte en banque, deux parents qui sont décédés, alors que tous mes potes dans le quartier, ils avaient tous leur voiture, ils avaient tout, tu vois. Et tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu en fait de ma vie? Mais c'est vrai que c'est un petit peu le prix à payer pour avoir une vie intéressante. Et donc, à Toronto, le premier job que je trouve,
littéralement, j'ai pris en fait des CV, je suis parti dans toutes les écoles en disant, voilà, moi j'ai fait le BAFA et le BAFD en France pour être animateur en maison de quartier, en centre de loisirs. Ouais. Je suis peut-être pas enseignant, mais je peux contribuer. Et à un moment, il y a une enseignante qui part en congé maternité dans une école anglophone et on me prend sur un espèce de malentendu. Et une fois qu'on m'a gardé, on m'a gardé. Et en fait, ouais, voilà. Donc, en gros, le premier job que j'avais, c'était enseignement dans les écoles primaires. Et, et c'est là, en fait, où les erreurs. Et là, c'est super important, Guillaume. Peut-être que nos auditeurs, en fait, ils vont peut-être aimer cette histoire, mais elle est, en plus, c'est incroyable parce que cette histoire, honnêtement, c'est une blague. Là, je suis enseignant et je termine à 2h45 toutes les après-midi. Donc, ce que je fais des tutorats pour arrondir les fins de mois. Et je fais du tutorat et j'ai de plus en plus d'étudiants. Et du coup, là, je crée une entreprise qui s'appelle Tutor, en français, of Toronto. Tutor of Toronto. Et le site internet, t.ca, tutoroftoronto.ca. Et ça marche pas trop mal jusqu'au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, une fois que j'ai créé cette entreprise, j'ai embauché plein de mes potes, on va chez les gens, on fait du tutorat et ça marche pas trop mal. Je fais mes petites recherches et quelqu'un me dit, Osni, va voir qui c'est Carl Toft. C'est qui Carl Toft? Je recherche, c'est le plus grand pédophile canadien. J'ai créé une entreprise de tutorat avec le nom du plus grand pédophile canadien. Et ça a marché malgré tout. Non, mais pour te dire, le genre d'erreur que vous allez faire dans ce parcours, elles sont presque soit on pleure, soit on rit. Ouais, là, c'est presque comique. Il vaut mieux en rire d'ailleurs. Et personne ne te l'avait dit pendant 2 ans. C'est surtout ça aussi que Personne ne me l'a dit pendant 2 ans. C'est un peu comme en France, dutroux.com, Dutroux tutorat. Tu vois, c'est quand même. Bon, alors du coup, on a changé le nom depuis. Mais voilà, c'est ironique, c'est un truc de dingue, quoi. L'enseignement, ça te plaît à tel point que tu crées Voilà Learning qui effectivement développe davantage là, ces solutions-là. Il y avait une vraie demande, j'imagine, à ce moment-là à Toronto. Il y avait peut-être pas assez de solutions para-éducatives là, comme ça pour accompagner les jeunes. Mais Guillaume, il y en a encore plein, hein. Nous, on fait plus de tutorat, mais je peux te garantir qu'on a des centaines de parents par an qui nous demandent du tutorat à 99 $ de l'heure. Ouais. Et s'il y avait des francophones qui savaient s'organiser un peu mieux, moi, je pourrais les aider à mettre cette entreprise sur pied. Une autre, c'est des garderies francophones où il n'y en a pas assez. Ah oui, là, il n'y en a pas assez non plus. Tiens, une troisième idée où je te dis ça marcherait super bien, c'est un club de foot, mais que en français, où les parents mettraient leurs enfants et ils joueraient au foot, mais aussi ils apprendraient le français. Tout ça. Alors, il y en a un déjà qui existe qui s'appelle Francofoot, là, de notre ami Jean-Pierre. Ah ouais. Génial. Ouais. Et on essaye de le pousser, mais on va vous mettre en relation parce que c'est sûr que c'est des bonnes idées et on a besoin, je pense tous collectivement, d'avancer comme ça en tant que francophone, avec aussi du plaisir, du sport et des choses comme ça. Super. Est-ce qu'on peut aller un peu plus encore dans le temps et développer vers ce que tu fais maintenant parce que tu as été sous le feu des projecteurs depuis quelques temps maintenant, depuis la pandémie. On parle beaucoup de toi et beaucoup d'Adaptica parce que je crois que vous avez littéralement explosé. La voie de l'éducation, c'est quelque chose qui tient à cœur à plusieurs niveaux, je crois. Ouais. Donc, tout a commencé avec cette entreprise et puis finalement, tu as senti que tu pouvais aller un peu plus loin ou peut-être tu allais au bout du concept de tutorat? Bah ouais, disons que le tutorat, on envoyait les gens à la maison, c'était sympa à un moment, mais à un moment, nous fallait d'autres alternatives. Créer des métavers, des campus virtuels pour l'éducation, c'était aussi… c'était un petit peu naturel pour nous. Les gens adorent les jeux vidéo. Pourquoi pas, en fait, les utiliser pour faire de l'éducation. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est mon attachement à l'Afrique. Parce que personnellement, moi, je trouve que je suis africain d'abord et tunisien après. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, 41% de la population africaine a moins de 15 ans. 41%. Et donc, du coup, c'est un petit peu l'enfant de la planète. Et si on ne s'en occupe pas,
eh bien, on va laisser un monde à nos enfants qui sera complètement chaotique, en fait. Par contre, si on s'en occupe, il y a des énormes opportunités. Donc, du coup, je suis reparti en Afrique. Je suis parti dans le pays où c'était le plus difficile, où l'éducation était le moins accessible. C'était la Somalie. Et là-bas, Ouais, alors c'est ça, tu as fait le choix d'aller exprès, entre guillemets, dans ce pays, on le sait, qui a été malheureusement ravagé par différentes famines, par des guerres. Ces dernières années, ça a été particulièrement difficile. Et c'était un peu une, une tentative pour toi. Comment est-ce que tu as monté ça? Parce que c'était comme quelque chose à petite échelle, tu as fait de toi-même, tu as décidé? ouais, non, c'était à petite échelle. À l'époque, j'avais pris un petit peu il y avait notre compagnie a également une organisation à but non lucratif qui est financée par notre compagnie. Et donc, j'avais utilisé un petit peu d'argent de l'organisation pour aller en Somalie. L'idée, c'était que les Nations Unies avaient déclaré que la Somalie était l'enfer sur Terre pour les enfants de moins de 8 ans. Et je voulais absolument aller voir. Et en y allant là-bas, je me rappelle, le consul de France à Toronto m'avait dit, Osni, si t'arrive quoi que ce soit, on peut rien faire pour toi. Et au Canada, on m'avait dit également, on m'avait dit, Osni, si jamais il t'arrive quoi que ce soit, il n'y a rien à faire pour toi. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Là-bas, je suis arrivé, je ne suis pas resté dans les hôtels, je suis parti dans les tribus et on m'a reçu vraiment, pas comme un prince, pas du tout, mais comme une personne normale, où on m'a ouvert les portes, on m'a aidé en fait à implémenter l'Internet dans certaines écoles, à arriver avec des tablettes et connecter en fait ces enfants de la Somalie avec des tuteurs ou bien des enseignants qui étaient déjà en retraite. Donc, il y avait déjà cette idée de connexion dont on va parler plus tard, là, mais ta vision, j'ai l'impression, de l'éducation est très globalisée, est très internationalisée, cette vision-là. Déjà, tu penses à mettre en relation des élèves et des professeurs des quatre coins du monde, dès ce moment-là. Ouais, effectivement, hein, effectivement. Il y a un véritable problème dans l'éducation en ligne. Donc, en fait, quand tu regardes depuis les dizaines de milliers d'années, comment est-ce que les humains apprennent, ils apprennent soit en regardant les étoiles, ou bien l'équivalent aujourd'hui, ce serait de lire un livre, soit en parlant à quelqu'un, l'équivalent de l'époque, ce serait parler aux sages du village. Et puis la troisième, c'est de faire des choses ensemble. Et cet apprentissage collaboratif est complètement absent de l'apprentissage en ligne. Et c'est pour ça que connecter les gens afin qu'ils puissent collaborer autour de l'éducation et créer un apprentissage collaboratif, c'est vraiment le challenge du 21e siècle. Et c'est pour ça que le métavers peut être une des solutions par rapport à ça. Alors, on va aller dans le métavers juste avant un petit clin d'œil, mais Zoom, Teams ou Skype, pour toi, c'est des solutions qui sont imparfaites, qui sont déjà peut-être dépassées. On aurait pu faire cette interview dans le métavers? Ouais, absolument. On aurait pu faire cette entrevue dans le métavers, mais l'idée, si on doit faire en fait un 1 à 1 comme ça, autant utiliser du Zoom, autant utiliser du Skype. Mais par contre, si on a envie de prendre le pouls de la société et qu'on veut inviter 2000 personnes dans une conférence qui s'appellerait Choc FM, l'avenir du français en Ontario, et que les gens puissent échanger ensemble, là, on le ferait dans le métavers. Multiplication des interactions spontanées entre les humains. C'est ça le métavers. Alors, tu as bien conceptualisé, mais pour nos auditeurs, tu cherches à révolutionner, entre guillemets, le monde de l'éducation à travers ce métavers et ton entreprise Adaptica. Vous avez connu une ascension fulgurante avec la pandémie parce que, bien évidemment, les solutions alternatives ont été recherchées par les uns et les autres et je crois qu'on s'est adaptés tous nécessairement très vite et peut-être que des gens qui étaient de la vieille école qui traînaient des pieds peut-être pour passer à un univers un peu plus virtualisé, soudain se sont sentis soulagés. Parfois, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent pas revenir dans les bureaux, qui veulent pas revenir en présentiel, qui veulent peut-être pas aller enseigner dans des amphithéâtres. Mais pour nos auditeurs, malgré tout, tu peux nous expliquer encore un petit peu plus le concept d'Adaptica, le métavers, on en entend énormément parler, mais je sais j'ai souvent des discussions avec des gens qui me disent je comprends la théorie, mais pas ce que ça apporte sur la table. C'est une très très bonne question et une très très bonne constatation même. En gros, le métavers, si on veut être super simple, c'est la transformation de l'Internet du 2D statique vers un 3D virtuel. C'est tout simplement ça. C'est au lieu d'aller sur un browser, on va aller sur un campus virtuel
où on peut échanger, enseigner, acheter, vendre, parler. Et la multiplication de ces interactions spontanées entre les humains, c'est là où le métavers fait une grande différence. Il ne s'agit plus d'aller sur un site Internet pour aller voir X, Y ou Z. C'est une personne représentant cette entreprise qui va nous parler, qui va nous montrer, etc., etc. Donc, c'est un Internet beaucoup plus humain, beaucoup plus immersif. Combiné à l'intelligence artificielle, il ne s'agit pas d'Adaptica ou de Meta. C'est le futur. C'est comme ça. C'est le progrès. Alors, on peut faire sans, c'est clair, au même titre que l'on peut faire sans les médias sociaux, on peut faire sans l'Internet, on peut même faire sans le smartphone. Mais ça va être de plus en plus difficile d'être compétitif pour demain si on ne réfléchit pas à comment se positionner par rapport au métavers et par rapport à l'intelligence artificielle. Dans le métavers, est-ce que pour y accéder dans un avenir proche, on utilisera un simple ordinateur ou, à ton avis, on va développer des solutions technologiques pour rendre les interactions encore plus humaines presque? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il ne faut pas être trop optimiste par rapport à the brain chip qui va ouvrir des trucs virtuels et puis changer le monde autour de nous. Je pense qu'au départ, ça va se faire sur l'ordinateur, comme nous on le fait. Ensuite, sur le web, donc on n'aura plus à télécharger quoi que ce soit. Et puis, on pourra le faire sur les téléphones. Très bien. Et ça, c'est vraiment important. Puis ensuite, la virtualisation de ce monde et puis faire en sorte que ce soit super réaliste, c'est pas vraiment le métavers. Ça, c'est de la réalité virtuelle. Ça, c'est OK pour les chirurgiens qui ont envie de s'entraîner voilà, à faire ça. Mais pour les interactions humaines, on n'a pas besoin que ce soit super réaliste, les graphiques, tu vois. Et donc, du coup, c'est un petit peu un overkill, tu vois. On fait un truc, mais on aurait pu se faire des choses avec très simple. D'ailleurs, le plus grand métavers au monde aujourd'hui, c'est personne d'autre que Roblox. Roblox, dont les enfants jouent, ils ont tous 10 ans et puis ils jouent à Roblox, c'est eux qui ont des millions d'utilisateurs qui travaillent ensemble, échangent ensemble, s'achètent des choses, etc., etc. Et Roblox, c'est un petit peu des Lego avatars qui se déplacent partout. Donc, le réalisme, on en est très loin là. Et la solution que vous offrez, les services que vous offrez, adaptés, je le disais, à l'éducation, ça permet justement d'aller chercher peut-être des professeurs des quatre coins du monde, des enseignements qui ne sont pas disponibles aujourd'hui ici. Comment est-ce que tout ça se structure en termes de diplômes à l'heure où il y a aussi, on parle beaucoup d'auto-apprentissage sur YouTube, sur les vidéos. Il y a des universités qui filment en direct leurs cours, etc. Comment est-ce que ça se positionne? Écoute, c'est une très bonne question, Guillaume. Comment dire? OK. Si tu veux, partons en fait de la base. Et la base, c'est l'humain. OK? Et je vais te donner l'exemple de quelqu'un qui s'appelle Youssoufa. Et Youssoufa, il vit à Bamako, au Mali. Youssoufa est un très bon élève au lycée, très bon élève en high school. Et il pourrait, s'il poussait un peu et s'il avait un petit peu d'argent, eh bien, traverser l'Atlantique ou traverser la Méditerranée pour aller à l'université en France, aux États-Unis, au Canada, en Londres, etc. Qu'est-ce que ça représente pour lui? Ça représente déjà énormément d'argent, une rupture avec sa famille, et puis également, un manque à gagner pour son pays qui l'a formé jusqu'à l'âge de 18 ans et qui voit ce talent partir ailleurs. Si on avait la possibilité d'offrir à Youssoufa la possibilité d'étudier dans un monde, dans un campus virtuel, où il pourrait interagir avec Guillaume, Osni, Nathalie, Brenda, l'université de Stanford, ou l'université de Harvard, ou l'université de Toronto, ou l'université de l'Ontario français, en ligne, et puis peut-être passer 6 mois dans les 2 ans pour consolider ces liens, certes. Mais 1, ça lui coûterait beaucoup moins cher. 2, il resterait dans son pays pour utiliser les compétences qu'il a acquises. Et puis 3, il multiplierait les interactions comme s'il était à Toronto, Paris, New York ou San Francisco. C'est là où le métavers dans l'éducation, un métavers sain, qui est là pour l'apprentissage collaboratif, va faire une énorme différence. Et tout ça avec une empreinte carbone nettement meilleure que si on voyageait tous les uns et les autres toute la journée.
Ouais, c'est vrai. Mais je t'avoue que dans la plus grande jeunesse du monde, 41% des Africains ont moins de 15 ans, je le rappelle, la plus grande matière que l'Afrique exporte, c'est la matière grise. C'est la première exportation de l'Afrique. Sauf que pour cette exportation, ils ne touchent pas un rond. Ouais. Tu vois, quand tu exportes des bananes, eh ben, on te paye pour ces bananes. Mais quand tu exportes Youssoupha, que l'on a formé, que l'on a fait grandir pendant 18 ans, on te donne zéro et même on te donne des reproches. Et on veut aussi que les talents de l'Afrique restent en Afrique ou retournent en Afrique après des études, parce que c'est aussi comme ça que le continent peut se développer. Et ouais, et ouais. Et sans vouloir faire trop de politique, tu vois, j'ai rencontré le président Macron et on en a un petit peu parlé par rapport à ça. Et par rapport à lui, il a décidé de couper un petit peu les visas avec certains pays d'Afrique. Très peu populaire comme décision, mais Oui. c'était une très bonne décision. C'est une très, très bonne décision humaine, pas populaire du tout, mais gardez vos talents. On va vous donner plus de ressources, faites en sorte de créer des boîtes, de créer des entreprises, vendez-nous des produits, mais arrêtez de nous envoyer vos talents. On ne fait que reporter le problème. Exact, exact. Alors justement, tu es très investi pour l'Afrique. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Je crois que tu as une mission. Tu travailles pour l'ONU, pour le Fonds international de développement agricole. Quel est ton mandat pour cet organisme? Je travaille pour eux, mais je travaille également pour la Banque africaine de développement qui, en tant que consultant, en fait, on me demande justement de travailler avec eux sur différents points, notamment l'impact de l'innovation, l'impact de la technologie sur les différentes industries, l'éducation, le positionnement de l'Afrique en éducation, l'agriculture. Et donc voilà, c'est important de travailler en fait pour ces organisations-là parce que ces organisations sont bien plus puissantes que des États eux-mêmes. On dit souvent que l'Afrique s'est adaptée très vite aux nouvelles technologies et que il y a justement beaucoup de talents qui travaillent aujourd'hui depuis l'Afrique aux quatre coins du monde. Est-ce que tu vois ça comme un moyen de développement pour le continent, justement, ces nouvelles technologies et cette dématérialisation des connaissances? Écoute, l'Afrique, honnêtement, moi je pense que ça va bien se passer. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude d'escamoter des cycles entiers. Exemple, on a escamoté le téléphone fixe. Le Ouais. téléphone fixe, si tu montres un téléphone fixe à des enfants en Afrique, ils vont commencer à prendre le câble et ils vont dire, mais ça va où? Tu vois, ils ne comprennent pas parce que on n'a jamais vu ça. On est directement passé au smartphone. Certaines Ouais. générations, certains pays sont passés au smartphone sans même essayer d'utiliser ces poteaux électriques avec toutes les chaînes. Pareil pour la banque. C'est les premières startups de fintech. M-Pesa, c'est la plus grande. Elle vient du Kenya. C'est parce que notre système bancaire n'était pas très, très développé en Afrique. Donc, du coup, on a escamoté ça pour aller en ligne. Et M-Pesa, c'est ce qu'eux, ils développent. Solution alternative. Ouais. Ouais, l'éducation, ça va être un peu la même chose. Le système éducatif où on a une école que l'on multiplie ou bien une académie qui crée plein d'écoles à 5 km les unes des autres. Dans ces écoles, on a des chaises et des tables et des salles. Ça ne peut pas se faire en Afrique. Ça ne peut pas se faire parce qu'il y a un tsunami de la jeunesse. Ça coûterait beaucoup trop d'argent. Ça prendrait beaucoup trop de temps. La révolution va être technologique. Elle va être éducation technologique. Coûtera beaucoup moins cher, beaucoup plus facile à implémenter, beaucoup plus aligné à la demande du futur. Donc, je suis quand même assez confiant. Tu as des pays comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, où je vais souvent, qui font un travail remarquable. Après, tu as des pays qui, quand ils vont se réveiller, ça va être un cataclysme. Des pays comme l'Algérie. L'Algérie, Ouais. c'est le plus grand pays d'Afrique et un des plus riches pays d'Afrique. Riche aussi, ouais, très riche. Ah ouais, super riche. Quand ils vont commencer à dire, bon, ben, vas-y, on met la gomme, un petit peu comme l'Arabie Saoudite est en train de mettre la gomme maintenant. Ouais, je pense que il y a beaucoup de choses qui vont changer. De toute façon, on n'a pas le choix. Je veux te dire, ça va partir en révolution. Sinon.
En effet. On va revenir à Toronto et à ton implication aussi dans notre communauté, parce que même si tu es très dynamique en entrepreneuriat social, notamment en Afrique, eh ben, tu as été aussi pendant 4 ans, je crois, à la tête du CCO, Ouais. comme président du CCO, le Conseil de coopération de l'Ontario. Euh, et tu as développé pas mal de projets. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience auprès des entrepreneurs francophones locaux? Quels sont les combats que tu as menés dont tu es le plus fier? Ben, un des combats les plus intéressants pour moi, c'était d'aller au CCO, qui est une association qui existe depuis 1967, si je me trompe. Et donc, du coup, il y a quand même une tradition qui est très, comment dire, très pragmatique. Et donc, moi, d'arriver avec des idées comme on va construire des incubateurs pour les francophones, à l'époque, on me prenait complètement pour un fou. On me disait, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais? Et j'ai eu la chance d'avoir Luc Morin qui m'avait fait confiance à l'époque et qui m'a dit, bah, tu sais quoi, Osni, on va voir ce que ça donne. Et aujourd'hui, tu vois, 5 ans plus tard, le CCO a 2 incubateurs, la Société économique de l'Ontario a un Ouais, incubateur. Tu vois, et ça marche bien. ça a pris. Aujourd'hui, Aujourd'hui, ce dont je parle, c'est qu'il nous faut absolument créer un fonds d'investissement en capital risque francophone ou franco-ontarien. Alors aujourd'hui, on me prend encore pour un fou. On me dit, on me dit non, mais attends, tu vas trop grand, patati patata. Mais je trouve que c'est dommage que les entrepreneurs francophones, quand ils ont à développer ou quand ils veulent chercher de l'argent en capital risque, ils doivent sortir de la francophonie pour aller chez les anglophones, tout traduire Ouais, en anglais. ouais, ouais. Non, il faut absolument être raisonnable et créer des fonds d'investissement en capital risque, que la BDC va nous aider à faire ça, peut-être Desjardins va nous aider à faire ça, mais il nous faut des gens dans la finance qui comprennent le potentiel francophone mondial. L'Organisation internationale de la francophonie, c'est 88 pays, ça va représenter presque une population de 800 millions de personnes d'ici 2050. Et justement, les franco-ontariens ont un rôle à jouer. Ils ont un atout de taille là-dedans, comme, Absolument. comme passerelle entre l'Amérique du Nord et d'autres Le reste du marchés, monde. et de tous les marchés francophones. Ouais. Mais ça, tu vois, c'était un combat, pour moi, hein, pendant 4 ans, c'était un combat sur 2 fronts. C'était un combat autant en interne, où il fallait faire prendre conscience aux jeunes francophones qu'ils avaient toutes les compétences et les capacités pour créer des entreprises et les rendre financièrement et opérationnellement viables. Mais l'autre combat, c'était également, comment dire, de faire comprendre aux anglophones que l'impact de la francophonie en Ontario peut aller bien au-delà de nos frontières ontariennes. Et Bien au-delà. l'impact économique, ce qui est un argument évidemment Ouais, très important. Ouais, ouais. absolument. Donc voilà, Euh, c'est de ça je suis un petit peu, je suis assez fier. Je t'avoue que c'est pas facile, hein. Ouais, c'est pas facile parce qu'il y a un gouffre culturel. Et d'ailleurs, je veux pas que l'Ontario ou Toronto soit comme la Silicon Valley. Tu vois, la Silicon Valley, j'y travaille et ça se passe bien comme ça. Et pas tout est réplicable. Cependant, la francophonie ontarienne est quand même dirigée par, comment dire, des gens qui ont un cœur assez exceptionnel, des compétences, mais qui ne sont pas toujours alignés avec la demande du marché présent et futur. Donc, c'est peut-être un peu ça, et c'est pour ça qu'on est un petit peu lent à la détente, mais il y a quand même beaucoup d'espoir. On va voir ce que l'Université de l'Ontario français va faire. Je suis assez confiant par rapport à ça aussi. ouais. La Société économique de l'Ontario travaille bien. Enfin, il y en a plein d'autres. On va y arriver. On va devoir se quitter bientôt parce que l'heure impartie touche déjà à sa fin. J'aurais eu mille et une autres questions, mais je te laisse justement sur celle-ci. Osni, on te définit souvent dans la communauté comme un visionnaire. Comment est-ce que tu t'y es pris pour, avant tout le monde, comprendre, sentir qu'il y avait ce potentiel-là dans le métavers pour développer Adaptica, pour développer ces solutions de l'éducation avant tout le monde? Et tu disais que parfois, euh, les Franco-Ontariens ont encore du mal à se projeter dans certaines réalités technologiques ou certains changements importants de notre monde. Peut-être qu'on pourrait s'inspirer de ton expérience et savoir comment tu procèdes.
creuser dans le côté émotionnel de l'humain. Là est le secret de toute réussite. Autant une réussite personnelle qu'une réussite mercantile. En parlant l'arabe, le français, l'anglais, l'espagnol, en ayant 3 passeports, un en Afrique, un en Europe et un en Amérique du Nord, ça t'oblige ou ça te prédispose à essayer de comprendre autrui, comprendre le juif, comprendre le musulman, comprendre le chrétien, comprendre l'orthodoxe, le bouddhiste. Et en creusant dans le côté émotionnel, on arrive à découvrir pourquoi est-ce que les gens font ça et pas ça. Les dernières prouesses technologiques qui viennent de se passer dans la Silicon Valley, comme ChatGPT de OpenAI, vont révolutionner le monde, Guillaume. Mais dans une circonstance que moi-même, quand je parle dans des conférences, ça va bien au-delà de mes prédictions. J'ai toujours dit que l'intelligence artificielle et le métavers allaient mettre au chômage tous les gens qui étaient un peu blue collar. Donc, les gens, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de poids lourds, tout ça, et que les gens qui avaient des diplômes allaient être sauvés de cette transition. Eh ben non, c'est plus le cas. ChatGPT met les avocats au chômage, met les financiers au chômage. Donc, même les gens qui ont énormément de diplômes aujourd'hui sont très, très menacés. En fait, c'est peut-être eux les plus menacés par l'intelligence artificielle et le métavers. Énormément de changements sont à venir. Un nouveau monde arrive. À vous de décider si on va en faire partie ou pas. Alors, embarqué comme Hosni, merci beaucoup, Hosni, de ton temps. Merci. Ça a été un grand plaisir de te parler, comme d'habitude. Et puis, ça a été, je crois, une émission qui a porté pas mal de philosophie, puis pas mal d'humanité, et qui nous a inspirés, je crois. Hosni Zouali sur les ondes de Choc FM. Merci beaucoup. Merci Choc FM, merci à tous les auditeurs. Merci Guillaume.